Michael Zemmour, un économiste de la clique Zuckman-Piketty. On connaît donc son orientation politique, même Wikipédia sait, mais ce brave Michael était invité de C'est dans l'air hier pour parler de quoi d'autre que du conclave des retraites. Alors je vais pas vous passer l'extrait en entier, parce que les 2 minutes 12 du début, c'est un peu vraiment de la politique pure et dure. C'est à base de les partenaires sociaux étaient contents, en fait ils étaient pas contents, et en fait ils étaient contents, et en fait pas contents. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Libre à vous d'aller regarder l'extrait en entier après. Mais ce sous-extrait parle donc du financement des retraites. Je pense que vous pouvez vous douter que j'estime qu'il y a des petits problèmes dans ce qui est dit. La question, elle est financière, elle est budgétaire. Ce sont des chiffres que vous connaissez par cœur. Selon le rapport de la Cour des comptes publié en début d'année, le déficit, tout régime confondu, du système de retraite devrait atteindre 6,6 milliards d'euros en 2025. Si on se projette en 2045, on est à 30 milliards d'euros. Ça veut dire que le statu quo, il n'est pas possible. Ça veut dire que ce sujet des retraites, on va, pardon de le dire comme ça, se le garder pendant les 2 prochaines années avant la présidentielle. Alors, déjà, faites très attention quand vous voyez ces chiffres-là, parce que ces 6,6 milliards par exemple d'euros en 2025, c'est pas ce qu'on verse aux retraités moins ce qui est pris en cotisation sociale. C'est pas ça du tout. Quand on regarde les chiffres pour 2023, on a dépensé environ 370 milliards, pour les pensions en tout cas, mais on a prélevé que 280 milliards en cotisation. Donc déjà en 2023, il y avait en vrai un déficit de 90 milliards. Si le gros rectangle, c'est les dépenses des retraites, le financement ressemble à peu près à ça. Et le déficit dont il parle, ce serait la zone hachurée à droite, due à des dépenses supplémentaires. Si on n'a pas d'augmentation d'impôts, de cotisations, ou on met pas encore plus de dettes dedans. C'est pas à l'échelle, évidemment. Donc déjà, faire très attention aux chiffres quand on vous parle de déficit du système des retraites. Parce que si on est un être humain normal, on considère que le déficit commence là où l'impôt, donc la cotisation qui lui est dédiée, s'arrête. L'urgence, elle est financière. Alors, les retraites, on se les garde pour toujours. C'est un système important qui concerne tout le monde. Jusqu'à ce que ça fasse faillite. Après, le déficit qui est projeté, bon, il existe, il est réel, mais en fait, il ne vient pas du tout d'une explosion des dépenses. Dans le futur, on le sait, on va avoir de plus en plus de retraités. Mais Oui. comme il y a eu beaucoup de réformes, le niveau des dépenses ne bouge pas. Ça aussi, il faut faire très attention, parce que ça, ce sont des projections. Pour ceux qui n'ont jamais vu ce joli graphique de la prédiction de la natalité en Corée du Sud, régalez-vous, c'est cadeau. En partant du principe que Monsieur Zemmour, je vais l'appeler Michael, en partant du principe que Michael se base sur le rapport du Conseil d'orientation des retraites, en effet, la dépense ne bouge pas beaucoup. Après 2030, apparemment, ça descendrait même. Sauf que, attention, c'est une prédiction, il faut faire attention aux hypothèses utilisées. Ça me fait penser, j'ai aussi vu ce graphique de l'évolution de la dette publique en France, qui est censé diminuer à partir de 2027. Et dans l'article complet des Échos, on a même un graphique de la dette. Alors la source est là, mais j'ai pas trouvé le rapport qui fait ces prévisions-là. Mais pour rappel, l'objectif du gouvernement de 2029, c'est 3% de déficit. Donc là, tout le monde est en droit de se demander comment c'est possible de réduire la dette si on est toujours en déficit. C'est un peu bizarre quand même. Et il y a une réponse. Je vous ai fait un petit teasing en vous montrant celui-là. Mais comme vous voyez, après le premier trimestre 2021, jusqu'au dernier trimestre 2023, la dette a diminué en pourcentage du PIB. Attention, en pourcentage du PIB. Et on était bien en déficit pendant ces années-là. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé notre bon ami l'inflation. Oh bah tiens, en 2021, le taux d'inflation était supérieur au taux d'intérêt de la dette. Oh bah pareil, en 2022, c'était bien supérieur. Pareil en 2023. Et en 2024, on se rapproche énormément, je crois même que c'est en dessous du taux d'intérêt, mais en tout cas on s'en rapproche énormément. Et étrangement, ça a recommencé à grimper à ce moment-là. Mais pour revenir à nos moutons, sur les dépenses retraite. Je vous disais donc qu'il faut faire attention aux hypothèses de départ. Voilà donc le rapport du corps de juin 2024, où, magnifique, on a toutes les hypothèses. Hypothèse démographique centrale de l'INSEE. Poursuite des gains d'espérance de vie, fécondité de 1,8 enfants par femme et solde migratoire net de 70 000 personnes par an. Bon, soit, pourquoi pas, même si ça, c'est de plus en plus faible, ça il me semble que c'est supérieur. Mais ensuite les hypothèses économiques. Croissance annuelle de la productivité horaire du travail de 1% à partir de 2040. Alors attention, encore une fois, là on parle de croissance de productivité horaire du travail, pas de croissance du PIB. Historiquement, quand la productivité horaire du travail augmente de 1%, ça fait une augmentation du PIB de 1,4
à la louche, de souvenir, soit plus de 2 fois la croissance prévue pour cette année. Donc je pense que c'est pas complètement faux de dire que c'est une hypothèse quand même assez optimiste par rapport à la réalité actuelle des choses. Mais bon, soit, c'est à partir de 2040, donc ok, disons cela. Et taux de chômage de 5% à partir de 2030. Actuellement, taux de chômage de 7,4%, donc il faudrait diviser le chômage par 1,5. C'est pareil, je pense que c'est quand même un peu optimiste. Et le graphique qui nous intéresse, c'est celui-là, celui de gauche. Désolé pour les daltoniens, je vais parler de couleur. Mais la courbe de référence, celle avec l'hypothèse de 1% sur la productivité horaire, c'est celle-ci, la orange. En dessous, en bleu, on a 1,3% de croissance. Encore une fois, productivité horaire. Ce qui, cette fois, ressemble plus à du 1,8. Donc encore plus optimiste, presque même utopiste à ce stade. Et au-dessus, la rouge et la marron-noire, ce sont les prédictions, on va dire, un peu plus réalistes. Parce que pour 0,7 de gain de productivité de travail, ça ressemble à peu près à du 1% de croissance. Et du 0,4% productivité de travail, ça ressemble à du 0,7% PIB, en termes de croissance. On est littéralement là-dedans actuellement. Avec assez peu de signes encourageants pour se dire que ça va augmenter. Mais allez, soyons généreux, j'ai dit généreux, pas Père Noël, soyons généreux, prenons 1% de croissance du PIB. Et bah, sur le long terme, ça augmente. Si on prend ça comme point de départ, ce qui a l'air d'être le point de départ de ce rapport en tout cas, et même en étant le Père Noël, on a en fait des dépenses supérieures quasiment jusqu'à 2050. D'ici 25 ans, la France sera peut-être passée par la faillite, en principe. Donc même avec des hypothèses favorables, on a de grandes chances d'être perdant. Enfin, on est même assuré d'être perdant jusqu'à 2050, et si on n'a pas fait faillite d'ici là, après, ça diminuera. Donc c'est un peu court, Michael. Et s'il y a un déficit qui est prévu, c'est parce que l'État a prévu de diminuer sa participation au système de retraite. Aïe aïe aïe, on revient à ce petit schéma. Ce que Michael vient de dire, c'est que si la zone hachurée ici grandit, c'est parce que l'État a refusé de faire ça. Ce qu'il dit vraiment, c'est que s'il y a un déficit, c'est parce que l'État refuse de le compenser par encore plus de dettes et d'impôts. Aucun rapport avec l'augmentation des dépenses. Aucun. Ce que dit Monsieur Zemmour, ce que dit Michael, pardon, c'est que s'il y a un déficit, c'est parce que l'État ne compense pas. Donc, pour combler le déficit, il faut que l'État compense. Sauf qu'en parallèle, la réalité ne s'arrête pas d'exister, donc il y a plus de dépenses pour les pensions de retraite, ce qui ça creuse vraiment le déficit. Mais en fait, du coup, le déficit, c'est parce que l'État compense pas assez, donc vu qu'il y a encore du déficit, il faut que l'État récompense. Et en parallèle, il y a toujours encore plus de dépenses, donc il y a toujours du déficit, etc., etc. En fait, pour quelqu'un de normal, le déficit, c'est la dépense moins les cotisations. Très simple. Alors que pour Michael, c'est ça le déficit. Faut rajouter la compensation de l'État dans les cotisations. Ça qui apparemment ne bouge pas, et ça qui est censé diminuer, donc ça crée du déficit. Et le problème d'inclure cette compensation de l'État dans le déficit, si on prend grand D le déficit de quelqu'un de normal, et grand C les compensations de l'État, normalement, on a toujours ça. Avec D qui est censé être constant, et C qui apparemment est censé bouger. Pour revenir sur le rapport du corps, là les courbes de droite, c'est notre grand D. Et apparemment, ça plonge. Ça descend bien. Donc ça augmente. Sauf que manifestement, ça c'est plus vrai, ça diminue. Et en fait, à la place de 0, en 2025, on aura 6,6 milliards. Et Michael est en train de nous expliquer que c'est à cause de ça. Ça augmente pas assez vite en fait. C'est pas ça qui diminue trop, hein. C'est ça qui augmente pas assez. Michael, voyons. Et donc on a bien un déficit qui arrive, mais le déficit il arrive parce qu'on ne baisse pas les dépenses de retraite, et c'est assez compréhensible qu'on ne les baisse pas, on a de plus en plus de retraités. Non, bah même on vient de voir que ça augmente. Et donc c'est ça le cœur de la crise. Mais d'ailleurs, c'est normal qu'on ne les baisse pas, il y a de plus en plus de retraités. Il y a la possibilité de baisser les pensions. Je sais que ça doit lui faire mal de penser à ça, mais c'est pas irréalisable non plus. Et je vous vois venir les grosses pensions. D'un côté, on a un État qui dit « nous, on veut diminuer les dépenses de retraite ». De l'autre Parce côté... qu'il n'a plus le choix? Si, il a le choix. Ah bon? Alors, non, en fait. Il a pas le choix. D'une manière ou d'une autre, soit baisser directement les pensions, soit rallonger le temps de travail, soit augmenter les cotisations. Ce sont les 3 solutions possibles pour maintenir le système tel qu'il est. Je vais pas parler de capitalisation, j'en parle déjà assez. Il a le choix. On peut, c'est vraiment un choix collectif. Quelle est la part de nos ressources qu'on veut consacrer au système de retraite? Est-ce qu'on la garde au niveau d'aujourd'hui, auquel cas il ne faut pas baisser les recettes? Est-ce qu'on l'augmente un peu pour ramener la retraite à 62 ans? Ou est-ce qu'on la diminue? Et là, c'est la trajectoire qui est prise. On diminue les recettes et donc on s'impose soit de partir plus tard, soit de partir avec moins. Mais on diminue pas les recettes. En fait, c'est ça le problème. Le problème, c'est que pour lui, tout ça, c'est les recettes. Alors que ça n'a pas lieu d'exister. S'endetter pour payer des retraites, c'est
au mieux aberramment con, au pire, un appauvrissement volontaire des générations futures à ton propre profit. Donc ça là, on s'en débarrasse de ça. Le plus tôt sera le mieux. Parce que du coup, quand il dit que les recettes diminuent, c'est qu'on n'injecte pas encore plus de fric dans un système qui nous endette, qui nous appauvrit, qui tue notre économie, qui tue en bonne partie notre natalité. Monsieur Zemmour, enfin Michael, Monsieur Zuckman et Monsieur Piketty sont d'énormes charlatans. Il faut faire extrêmement attention à ce qu'ils racontent. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à regarder une autre vidéo, à faire un petit passage sur la chaîne principale, à liker et à commenter.